Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition pour ce podcast numéro 3. Je souhaitais vous parler aujourd'hui d'autophagie et vous éclairer modestement sur la détox, terme plus populaire, sujet récurrent de l'actualité lorsque les beaux jours arrivent, dont parlent tous les médias et que l'on voit beaucoup, trop, sur Internet, avec les fameuses cures détox. Les cures détox fleurissent et appâtent principalement les personnes qui souhaitent perdre du poids. Préoccupation majeure lorsque l'on sort des placards les vêtements d'été ou que l'on souhaite en acheter de nouveaux. À plus forte raison pour celles qui sont sorties du confinement que nous venons de vivre, dotées de quelques kilos supplémentaires et marquées de courbes amplifiées. Nous allons ici parler de choses sérieuses et donc d'autophagie, qui ne concerne pas uniquement les personnes qui souhaitent perdre du poids ou qui souhaitent simplement décrasser entre guillemets leur organisme au sortir de l'hiver, mais tout le monde, sans exception, 24 heures sur 24, 365 jours par an, toute la vie. L'autophagie, c'est la seule détox qui vaille, c'est la dégradation, l'élimination par la cellule elle-même, précision très importante, par la cellule elle-même, des éléments pathogènes qui l'affectent, comme les nombreux déchets issus de l'ensemble de nos activités métaboliques, la digestion par exemple, des déchets issus du métabolisme propre aux bactéries et virus qui nous infectent, ainsi que les déchets produits par notre système immunitaire dans sa perpétuelle lutte contre ces éléments infectieux, mais également des déchets issus de la régénération cellulaire. Vous savez que nos cellules vivent, meurent, se recyclent constamment, et bien d'autres choses encore, comme les produits toxiques de l'environnement qui s'invitent à l'intérieur de nos cellules et les perturbent fortement. Vous comprenez qu'il est important de faire le ménage dans nos cellules, dans le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est l'intérieur des cellules. C'est ça l'important. Sans ce nettoyage constant et satisfaisant, le bon fonctionnement métabolique n'est pas possible. Alors, la nature, au sein de laquelle les espèces animales évoluent ou disparaissent, a mis au point ce système ingénieux d'épuration que nous appelons autophagie, depuis l'avènement de la cellule eucaryote et donc de la vie complexe sur Terre il y a plus de 2 milliards d'années. La nature n'a pas attendu que l'animal autoproclamé suprême, l'homme, invente les jus de carottes, de raisins, de poireaux, de concombres ou de persil ou des gélules de chlorella ou de spiruline pour que nous puissions nous désintoxiquer. En réalité, l'homme s'est plutôt créé, au fil des millénaires, un environnement et un mode de vie défavorable à une autophagie naturelle suffisante et s'est forgé avec son intelligence particulière une longue vie, certes, mais gâchée par de nombreuses maladies, syndrome de l'intestin irritable, colopathie, diabète, insulinorésistance, surpoids et obésité, stéatose hépatique non alcoolique, ça c'est le foie gras, maladie cardiovasculaire, polyarthrite rhumatoïde, cancer, asthme, psoriasis, eczéma, urticaire, candidose, thyroïdite, Parkinson, Alzheimer, allergie, Asperger, autisme et bien d'autres maladies, surtout auto-immunes, qui sont des preuves flagrantes d'une carence d'autophagie et des troubles immunitaires qui en découlent. La nature a prévu au sein de nos cellules des usines performantes de recyclage des déchets, les lysosomes, chargés de dégrader tous les éléments anormaux, indésirables, endommagés. D'ailleurs, la concentration en lysosomes est très importante dans les cellules hépatiques et rénales, ce qui paraît normal étant donné l'importance majeure de ces émonctoires. Les lysosomes sont des organites intracellulaires au même titre que le sont les mitochondries, nos centrales énergétiques, ou les peroxysomes, véritables ateliers de découpage des acides gras à longue chaîne. Les lysosomes sont très riches en enzymes destructrices, en enzymes de découpage. L'autophagie est en fait la capacité à détruire ce qui peut nous nuire. L'autophagie, c'est l'apoptose tumorale, la protection contre le cancer. C'est du sérieux. On n'est pas dans le jus de grenade. Tout cela est régi par le gène ATG5, gène clé de l'autophagie. Nous sommes donc tous équipés et programmés génétiquement pour l'autophagie. Et comme les gènes ne s'expriment parfaitement que dans un environnement qui leur est favorable, ça c'est l'épigénétique qui nous l'apprend, pour que s'exprime ce gène au mieux de sa capacité, il lui faut un environnement propice, à défaut duquel l'autophagie sera grandement diminuée. Alors, quel est cet environnement propice à l'autophagie ?
Premièrement, c'est une bonne flore, une flore riche, c'est-à-dire variée et équilibrée. Deuxièmement, c'est un estomac qui se vidange correctement. C'est absolument capital, car toute stase gastrique nuit grandement à l'autophagie. Il faut bien en avoir conscience, c'est une clé majeure. Troisièmement, c'est un nerf vague sain, producteur de NO, oxyde nitrique. Je vous en ai beaucoup parlé dans les podcasts précédents, notamment au sujet de la lutte antivirale. Le NO est gage justement d'une bonne vidange gastrique. Pour rappel, le nerf vague est le nerf le plus important, anti-inflammatoire, qui relie le tube digestif au cerveau. Sans un nerf vague tonique, le foie s'engraisse, ce qui est contraire à la détox. Pour faire simple, pas de nerf vague, pas de flore riche, pas de NO, pas de vidange gastrique, pas d'autophagie. Quatrièmement, ce sont des sels biliaires de qualité. Je ne m'attarderai pas sur ce sujet aujourd'hui. Les sels biliaires valent largement un podcast à eux seuls, tant ils sont importants. Prenons un exemple parlant, la maladie de Parkinson. Parkinson, c'est une flore extrêmement pauvre, des sels biliaires de mauvaise qualité, abrasifs, transporteurs des bactéries buccales pathogènes dans le foie, par les voies biliaires, dans le pancréas également, par reflux duodéno-pancréatique, et une fois installées dans le foie et le pancréas, les bactéries envahissent l'organisme entier, le cerveau également. Parkinson, c'est la bactérie Malassezia furfur dans le cerveau, une bactérie qui adore se nourrir de dopamine, qui est très inflammatoire et qui parvient au cerveau via le nerf vague. La bactérie se loge alors dans le locus niger, une partie de l'encéphale très atteinte dans la maladie de Parkinson. Parkinson, c'est un nerf vague mort, 0 NO, c'est une très mauvaise vidange gastrique. Bref, Parkinson, c'est pas d'autophagie. Et par manque de destruction des éléments pathogènes, c'est également un agrégat délétère de protéines alpha-synucléines altérées. C'est ça, Parkinson. Ça commence dès la bouche par un défaut de flore buccale. Ça se constate très bien avec un frottis buccal. Il existe une très belle étude qui démontre que les protéines alpha-synucléines remontent de l'estomac au cerveau par le nerf vague, comme le font les bactéries, les virus et autres déchets. Avant d'être parkinsonien, on est pré-parkinsonien. Et la bonne nutrition, c'est celle qui garantit une bonne autophagie et qui évite que la maladie ne survienne, quelle que soit la prédisposition génétique. Et cette nutrition doit être mise en place très tôt. Parkinson, on peut l'éviter, mais pas avec des jeûnes et du jus de bouleau, mais avec une bonne autophagie. L'autophagie est donc liée à l'alimentation, évidemment, puisque notre flore commensale dépend de ce que nous mangeons. Lorsque l'on a installé une bonne flore par le biais de l'alimentation, on a une bonne autophagie et en retour, cette bonne autophagie entretiendra la bonne flore. Là, on est bien, on est dans un cercle vertueux. Par exemple, avec une bonne autophagie, Candida albicans n'a pas sa place, il est éliminé. Du moins, est-il, puisqu'il fait partie de notre flore, maintenu à un niveau physiologique normal, non pathogène. Il est là, discret, ça va bien puisqu'il n'a pas les moyens de s'exprimer. Même chose pour son compère Acinetobacter. Vous pouvez prendre tous les antifongiques que vous voulez. Si vous n'amenez pas une bonne flore, n'instaurez pas une bonne autophagie, vous n'arriverez à rien, si ce n'est à aggraver la situation, en l'occurrence la candidose. Cela veut dire que Candida et Acinetobacter se retrouveront partout, dans la bouche, dans l'estomac qui se vide mal et dans le cerveau. L'autophagie vaut mieux que les médicaments. Il faut donc avant toute chose une flore riche. Si vous avez une flore pauvre, une flore déséquilibrée, c'est-à-dire avec certaines souches bactériennes en surnombre et d'autres inexistantes ou presque, vous allez produire des céramides. Les céramides sont des graisses à très longue chaîne, extrêmement inflammatoires, qui stimulent les macrophages de type 1. Les macrophages sont une variété de globules blancs. Trop de macrophages M1, c'est inflammatoire et l'inflammation réduit l'autophagie. Pour vous donner une comparaison, parmi nos graisses corporelles à longue chaîne, il y a les sphingolipides, 22-24 carbone, celles qui composent notre tissu nerveux. Eh bien, les bactéries de notre flore, si elle est pauvre, vont produire des céramides à
40, 60, 80, 90 carbone et plus en moins de 5 minutes dans l'estomac. Ça, c'est une découverte récente grâce au chromatographe. Vous donnez du fructose ou du tréhalose à un sujet à jeun et vous regardez ce qui se passe. Céramide ou pas céramide, quels sont les pics au fil des secondes, c'est très intéressant. S'il y a des céramides, la flore est pauvre, pas d'autophagie. Danger. S'il n'y en a pas, eh bien la flore est riche, autophagie, tout va bien. Le duodénum et le jéjunum n'absorbent pas les céramides. L'absorption se passe donc plus haut, dans l'estomac. La muqueuse gastrique absorbe les céramides grâce à la lipase gastrique et dès lors, ils envahissent l'organisme entier. La peau, les intestins, le cerveau, le foie, le pancréas, tous les tissus. Le mésentère se gorge de graisse, tout se bouche, l'estomac ne se vide plus, c'est l'ère des reflux divers et variés. C'est le terrain de la fatigue chronique ou douloureux, de la fibromyalgie et de l'endométriose par exemple. Vous pourrez faire toutes les cures détox que vous voulez, cela ne changera rien. Il faut régler la flore, restaurer le nerf vague, améliorer la vidange. Et ça ne se fait pas avec des jus de fruits ou de légumes ou des litres de thé vert, et surtout pas avec des jeûnes prolongés. Les céramides se déposent partout comme des corps étrangers. Ces graisses à très longue chaîne, vous le savez désormais, plus de 20 carbone, avec en plus des liaisons cyclopropane, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu la biochimie, qui font qu'elles sont extrêmement difficiles à déloger, à découper, même avec une activité physique intensive. Immangeable par un lysosome. On est dans une pathologie de dépôt. Il existe d'ailleurs un très beau travail sur l'autophagie et les pathologies de dépôt de Yoshinori Ozumi, prix Nobel de médecine 2016. Même les éosinophiles, une autre variété de globules blancs qui pourtant ne font pas dans la dentelle, ne parviennent pas à les détruire. Les éosinophiles sont primordiaux dans notre lutte contre les tumeurs. Ils les infiltrent avec les lymphocytes T, CD8 et les détruisent. En général, lorsque l'on a un défaut d'éosinophile, c'est-à-dire une éosinopénie, la tumeur fait un peu ce qu'elle veut. Les éosinophiles sont des brutes épaisses qui détruisent tout sur leur passage, les tissus, les nerfs, lorsque leur cible y est cachée. Les nerfs sont des nids à virus et la peau, un nid à bactéries, genre Propionibacterium, protégé et nourri par les céramides. Les éosinophiles ont un mal fou contre les céramides. Alors le taux des éosinophiles grimpe pour attaquer davantage. Et là, eh bien, c'est l'inflammation chronique, la destruction de nos propres tissus, c'est la maladie auto-immune. Bonjour, eczéma et psoriasis. Les bactéries adorent les céramides. Les céramides, c'est comme de la cire. Et les bactéries s'en entourent comme d'une armure pour se protéger des attaques immunitaires. Même les antibiotiques sont inefficaces. Les virus, eux, s'en servent pour pénétrer nos cellules et s'y répliquer. Bref, les céramides, c'est une catastrophe. C'est la porte ouverte au cancer et aux maladies cardiovasculaires. C'est largement publié. Les céramides, c'est l'inverse de l'autophagie, c'est du dépôt. Il n'y a que il n'y a que l'autophagie qui est capable de les éliminer. La solution est donc avant toute chose de stopper la production de céramides en arrêtant l'ingestion des sucres divers, matières premières pour la production de céramides, et en restaurant une flore riche afin de réduire les bactéries productrices de céramides. Malheureusement, lorsque vous consommez en quantité, j'entends, des jus de fruits et des jus de légumes, vous apportez les sucres qui seront transformés en céramides par les bactéries qui elles-mêmes se multiplieront en s'en nourrissant. Tout cela ne faisant que diminuer l'autophagie. C'est quand même un comble pour qui consomme des jus variés en vue d'une détox. Mettez un jus de fruits et de légumes dans un estomac qui se vide mal, ce qui est le cas d'une très grande partie de la population, cet estomac devient une usine à céramides. Et tout cela est en dehors de tout contexte calorique. Même lors d'une diète hypocalorique, vous ferez des céramides avec bien des sucres, y compris la farine. Mais ce n'est pas tout. Le plus grave arrive. Les légumes
ont leur propre flore. D'une part, l'endobiote, la flore intérieure des légumes, et d'autre part, l'exobiote, la flore extérieure. La première est bénéfique, la seconde maléfique, bourrée de bactéries, voire de parasites pathogènes, destructeurs de notre bonne flore et perturbateurs de notre immunité. Pour la culture des légumes, les producteurs utilisent bien souvent du fumier ou ce qui est très souvent le cas désormais, du lisier, car cela augmente la productivité. Lorsque vous faites un jus de légumes bio, croyant vous faire du bien, eh bien vous avalez en masse des bactéries issues d'excréments d'animaux intégrés à l'exobiote, du genre Campylobacter ou Mycobacterium avium et beaucoup d'autres de leurs copains. Ce sont les bactéries du pourrissement des légumes car l'exobiote finit par l'emporter sur l'endobiote. Vous ne pouvez pas les éviter et elles vont vous découper le nerf vague. Plus de NO, plus de vidange efficace, plus de foie protégé, plus d'autophagie. Là aussi, c'est quand même un comble pour le consommateur qui s'est acheté à prix d'or un extracteur de jus afin de se faire de bons jus bio. Les bactéries ont leur propre biote constitué de phages. Ce sont des petits virus bactériophages qui leur permettent de combattre et éliminer les bactéries concurrentes. Mettre des mauvaises bactéries avec de mauvais phages dans la bouche, l'estomac et le grêle, ça vous détruit les tissus, ça abrase l'épithélium, rend la muqueuse perméable, réduit la bonne flore, crée de l'inflammation et épuise l'immunité. Alors, on ne boit pas de jus d'excréments, on consomme des légumes que l'on blanchit afin d'éliminer l'exobiote et une partie des sucres fermentescibles et on les cuisine ensuite. Les jus de légumes ne sont pas détox, ils sont intox. Arrêtez de vous intoxiquer avec des jus de légumes. Je suis désolé pour ceux qui ont investi dans un extracteur. Les bactéries comme Propionibacterium, Campylobacter, Mycobacterium avium ou Corinebacterium dans notre organisme, en plus de ronger nos tissus, produisent beaucoup de graisse avec à peu près tous les sucres qu'elles rencontrent. Une feuille de salade qui stagne un peu trop longtemps dans l'estomac, dans un estomac un peu lent, et hop, elles en font de la graisse, des céramides. Lorsqu'une personne à la flore pauvre vous dit je ne comprends pas, je grossis en mangeant des crudités, personne ne la croit, eh bien, vous pouvez la croire. En plus, ces bactéries vont envahir le territoire, l'organisme, se couvrir de céramides, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et produire de la graisse dans la graisse. Là, vous grossissez avec tout ce que vous mangez, vous devenez cireux, la peau épaisse, pleine de gras, et vous n'arrivez pas à l'éliminer, vous ne pouvez pas. Alors, la bonne flore, celle de l'autophagie, celle qui produit du NO, c'est une flore buccale, aérobie. Ça commence par là, par la bouche. Ce sont les bonnes bactéries avec les bons phages comme Méthylobacter et Lysobacter que vous apportez par le biais des légumes et qui vont s'opposer aux mauvaises bactéries comme Propionibacterium, Mycobacterium, Fusobacterium ou Porphyromonas qui vous découpent les gencives, créent des maladies parodontales chroniques et que vous retrouvez dans le côlon via des sels biliaires nocifs produits par une alimentation riche en sucre fermentescible et une flore pauvre. Fusobacterium, c'est le cancer du côlon droit quand même, c'est publié en cancérologie. Dans le podcast précédent, je vous ai livré une manière très efficace d'assainir la bouche et de vous débarrasser rapidement de Fusobacterium. Les anciens faisaient des soupes d'ortie, par exemple, pas du jus d'ortie. Sans le savoir, ils apportaient ainsi une flore aérobie très bénéfique. Vous blanchissez des orties, vous les cuisinez et en faites un velouté avec une bonne crème entière. Là, vous apportez des bactéries aérobies spécialisées dans le cycle de l'azote, dans la nitrification, qui vont entretenir votre flore salivaire afin que vous produisiez du NO gastrique, indispensable à une bonne vidange. Je vous l'ai dit, une bonne vidange gastrique, c'est la clé de l'autophagie. Plus vous réduisez les sucres fermentescibles, mieux vous vidangez, car l'hyperglycémie bloque la vidange gastrique. Donc, on évite surtout le fructose en excès et les farines. La farine, ça fait de la graisse. C'est bourré de mycotoxines qui bloquent la vidange, vous rabotent le grêle, ça ressemble à cœliaque. Donc, vous cuisinez
des légumes pauvres en sucre et vous évitez les farines et les féculents en général. Vous avancerez vers la détox. Vous éliminez les huiles végétales polyinsaturées qui oxydent les cellules et leurs métaboliques, donc les lysosomes, les mitochondries et les peroxysomes. Impossible de découper les céramides sans un nombre suffisant et un état excellent de ces 3 métabolites intracellulaires. Et vous ne consommez pas de probiotiques qui ne font qu'augmenter la flore productrice de céramides et augmenter la charge virale des herpès virus. Ça aussi, c'est publié. Très rapidement, sur le jeûne, personne ne devrait faire de jeûne long sans connaître son type de flore. Si votre flore est de type Prévotella, j'en ai parlé dans le podcast numéro 2, c'est déjà à peu près 25-30% de la population, c'est une flore agressive, abrasive, là ce n'est pas bon. Lors d'un jeûne prolongé, votre flore va vous manger la muqueuse pour se nourrir de ses sucres et vous êtes mal, vous aggravez votre cas. Prévotella et Désulfovibrio, souvent associés, ne vont pas vous attendre pour le dîner. Si vous souffrez d'une rectocolite hémorragique ou d'un terrain protumoral, vous risquez gros lors d'un jeûne prolongé. Vous pouvez vous sentir bien ou mieux sur le moment, mais attention au retour de bâton. Donc, non, pas de jeûne prolongé lorsque l'on a une mauvaise flore, quelle qu'elle soit. Ça ne peut pas la corriger de toute façon. Pour corriger votre flore, il faut réimplanter une bonne flore concurrentielle de la mauvaise. Une bactérie en chasse une autre, c'est le principe. Bonne bactérie, bon phage, pour tuer les mauvaises bactéries et leurs mauvais phages. C'est une guerre à vous d'apporter la bonne armée. En revanche, il existe un jeûne favorable à l'autophagie à condition d'avoir une alimentation pauvre en sucre, je le répète, surtout fructose, farine, céréales et légumineuses. C'est le jeûne intermittent. Il consiste à réduire la plage horaire durant laquelle on se nourrit sur 24 heures, de façon à aménager un temps de jeûne de 12, 14 ou 16 heures. Par exemple, vous prenez les 3 repas quotidiens entre 6 heures et 17 heures, heure de fin du dernier repas, cela vous fait un jeûne de 13 heures. Ce n'est pas forcément évident à organiser dans un cadre familial, mais un jeûne de 12 heures, ça reste faisable et c'est très bénéfique. Voilà, donc surtout, faites attention aux promesses miraculeuses des cures détox. Seule l'autophagie compte. À bientôt!